Dans la grande interview, je reçois un invité qui a été déclaré mort par ChatGPT avec une insistance, je dois dire, assez déconcertante. François Rastier, sémanticien, docteur en linguistique, directeur de recherche émérite au CNRS, a écrit un essai passionnant, L'IA m'a tué, comprendre un monde post-humain, qui est paru aux éditions Intervalle dans la collection Le Point sur les idées. Il démarre par cette histoire de le principal chatbot aujourd'hui utilisé avec une IA générative, qui a lancé cette folie des IA génératives, qui insiste pour dire que François Rastier, non, il est décédé. Et il dit ça auprès de vos collègues, vos amis qui vous connaissent bien, qui font remarquer quand même à ChatGPT, quand même, j'ai déjeuné avec lui hier, tu dois bien te tromper. Et GPT insiste en disant, attention aux fausses informations, moi j'ai des sources fiables. Il va même jusqu'à donner de faux liens. Alors comment est-ce que vous expliquez, François Rastier, cette obstination à vous déclarer mort ? Oui, alors, il y a d'abord un problème de responsabilité. Ça aurait pu avoir des conséquences personnelles, on ne sait jamais. Plus grave que la question que je me posais, comment porter son propre deuil, vous voyez. Oui. C'est ce que dit Borges, assister à sa mort, c'est toujours ce qui est le plus intéressant. Mais la question, c'est celle de l'irresponsabilité. Et en fait, ce sont des machines qui sont... Le client est roi. Donc, ces machines sont faites pour ne jamais se démentir, ni démentir le client d'ailleurs. Si vous interrogez 4 IA sur 10, vont vous dire... Si vous dites, est-ce que Macron est marié à un monsieur transgenre, vont vous dire oui. Alors cette tendance à la flagornerie, ils sont en train d'essayer justement de le corriger dans la nouvelle version GPT-5, visiblement, ils travaillent beaucoup là-dessus, mais vous parlez de la question de la responsabilité, et effectivement, dans le livre, vous posez cette question, mais en fait, qui parle derrière ces IA, qui me parle, et c'est important dans une conversation qu'on entretient entre humains, finalement. Vous dites que ça fait partie de la garantie sociale de savoir à qui je m'adresse. Alors, qui parle, c'est la grande question depuis le début de la philosophie du langage, puisque quel est le statut d'une parole qui est adressée par personne ? Vous voyez, on ne sait pas qui est derrière. Alors, est-ce que c'est un oligarque avec une capuche? Est-ce que c'est les programmeurs, puisqu'il y a des biais? Alors, du côté de l'oligarque, on a vu par exemple que Grok, l'IA de Musk, reflétait assez fidèlement les opinions du propriétaire. Et je me suis demandé ensuite, par rapport à l'histoire de tout ça, parce que l'IA n'a pas commencé... Ça fait depuis 1956 qu'on en parle, d'ailleurs dans une demande de financement. Et ça a commencé dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a eu de moins en moins de communication interpersonnelle dans les réseaux sociaux. Zuckerberg estime à 7% seulement de communication interpersonnelle, parce qu'en fait, c'est autre chose qui se passe. D'abord... Ce sont quoi, des bots, c'est ça ? C'est les robots, et ensuite, c'est la figure de l'influenceur qui a repris qui a émergé, et finalement, les IA sont des influenceurs de poche. Et dans les pratiques, on voit que c'est en train d'évoluer, c'est-à-dire que il y a 2-3 ans, c'était plutôt de la recherche d'informations, et maintenant, ça a été les placements, ça a été les voyages, mais maintenant, c'est la vie intime. Qu'est-ce que je dois faire dans mon couple? C'est ça, c'est confident. Même la psychothérapie. Donc, alors, c'est pas un exercice illégal de la médecine, mais c'est utilisé comme ça, avec
des problèmes sur l'anorexie, enfin disons tous les gens qui, étant déjà isolés par les réseaux sociaux, se trouvent affaiblis. Vous voyez, la question est celle de l'emprise. Oui. Alors, Mais alors, d'ailleurs, sur justement l'emprise, parce que vous dites que vous n'avez pas du tout envie d'aider OpenAI et ChatGPT à corriger son apprentissage et donc à lui dire bah non, je ne suis pas mort et à lui donner les bonnes infos. Mais d'un autre côté, vous dites que toute résistance est illusoire. On est fichu, quoi. Ah non, pas du tout. Simplement, je vois. C'est quand même comme ça que vous terminez un de vos chapitres. Alors, moi, je l'ai dévoré le livre. Alors attention, je peux vous citer. Hein. Vous dites toute résistance est illusoire aujourd'hui. Alors, je ne parle là que de l'intelligence générative grand public, oui. Parce que bon, on nous dit toujours, oui, mais c'est très utile en médecine pour lire les radios, etc. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça a été inventé pour guider les fusées pendant la guerre des étoiles en 85. En reconnaissance de forme, c'est très bon l'IA. Sauf que là, c'est l'IA générative grand public, c'est-à-dire quelque chose qui vous parle et il y a une autorité et cherche à vous prendre du temps, puisque c'est ça qui est monétisé. Oui. C'est-à-dire qu'on a monétisé l'ensemble des ressources terrestres, mais la vie intime n'avait pas encore été monétisée. Et ça, c'est ce qui a été dit être le pétrole du XXe siècle. Hein. Donc, les réseaux sociaux ont servi à accumuler les données personnelles et l'IA s'en est servi. Ce sont les mêmes firmes, hein. C'est Meta, et la force de TikTok, c'est qu'ils avaient un bassin d'utilisateurs par centaines de millions, plus grand que les Américains. Donc c'est spécialement addictif parce que tous les biais sont là, vous voyez, y compris des biais comme celui de la récompense aléatoire qui est utilisé dans les casinos pour les bandits manchots. Vous voyez, derrière ça, il y a le neuromarketing, hein, et ça, c'est des décennies de recherche et de succès. Alors vous dites, parce que je voulais quand même sur l'avant-propos, j'ai trouvé que c'était intéressant, vous dites que l'IA réunit 3 thèmes majeurs de notre présent. Les données donc qui constituent le corpus d'apprentissage, la post-vérité et vous parlez même en fait de post-réalité, donc vous allez nous expliquer ce que vous entendez par là, et enfin un projet transhumaniste où là vous allez jusqu'à parler en fait de totalitarisme à travers ces outils d'IA générative. Oui, alors il y a l'idée que l'homme doit être augmenté. C'est-à-dire, la condition humaine, c'est un peu une maladie à soigner. Alors, la mort est à soigner. Tous ces oligarques sont dans des logiques d'augmentation de la vie, de partir dans des... Quand on aura usé cette planète, on va aller sur Mars, ça c'est Musk. Avec la création de nouveaux mythes, de nouvelles religions. Oui. Et avec la question de l'autorité politique, j'ai entendu à la radio France Inter le président d'une commission d'éthique officielle française dire le prochain président de la République devrait savoir coder, ce qui élimine d'emblée tous les candidats actuels. Et ça veut dire aussi que la question du pouvoir se pose, hein, et elle se pose de façon cruciale. Si bien que, par exemple, avant-hier, enfin mardi, donc il y a eu un appel de 10 prix Nobel, 200 personnalités, dont des gens aussi de l'intelligence artificielle, pour dire il faut absolument réguler ça, parce qu'ils sont tous dans une logique de fuite en avant, de façon à avoir l'application tueuse qui va gagner sur les autres. Et donc, c'est l'aboutissement de la dérégulation. Des milliards et des milliards. Absolument. OpenAI perd $1 milliard par mois. C'est quoi comme modèle économique? Alors, vous parlez d'ailleurs de sa propre surestimation et vous donnez des explications. Pourquoi est-ce qu'on surestime en fait les capacités de ces IA génératives? Vous dites d'abord parce que chez les informaticiens,
il y a un souhait de maximiser les financements. Chez les industriels, c'est la volonté de créer des nouveaux produits et d'étendre la clientèle. Chez les décideurs, c'est parce qu'on a peur de rater le coche de la nouvelle innovation hyper prometteuse. Et puis auprès du grand public, vous parlez de badauderie, c'est la volonté de croire au miracle. On est tous enfermés comme ça dans une bulle qui nous fait surestimer ces IA génératives. Alors, c'est elles-mêmes qui ont créé cette hype. C'est les mêmes firmes, c'est Facebook, etc. Donc c'est Google. Oui, mais tout le monde suit. C'est quand même incroyable, ça. Oui, et ça a été très vite. Mais ça monte. Mais c'est pas le cas de toutes les innovations, François Rastier. Là, il y a aussi cette question, et que vous travaillez très bien depuis de nombreuses années, aussi cette question d'utilisation du langage, qui était finalement juste le propre de l'humain. D'un seul coup, Absolument. on découvre que d'autres êtres, les logiciels, sont capables de langage, sont doués de langage. Même si on ne sait pas qui parle, à la limite, c'est une emprise supplémentaire. C'est une voix qui vient du ciel, d'une certaine manière. C'est un dieu. Ça a une autorité. Et là, on voit des jeunes diplômés, etc. Pour la moindre chose, ils veulent valider leurs déplacements, leurs voyages, leurs amours, etc. Et ils seraient désemparés maintenant, comme si on perdait son GPS en voiture, s'il n'y avait pas une validation. Donc c'est une dépendance, et c'est une dépendance à l'égard d'une firme qui va garder vos données, parce que vous savez c'est une dépendance en plus inquiétante, parce que justement vous faites la démonstration de cette insistance dans l'erreur de ChatGPT concernant votre fausse mort, qui vraiment et puis on voit les incohérences, il change de date de décès aussi. Oui, au fur et à mesure, il donne des faux liens. Comment est-ce que vous expliquez qu'on fasse davantage confiance à ces IA génératives, qu'elles soient des autorités, alors qu'on ne sait pas qui parle, donc il n'y a pas cette garantie sociale, alors que les erreurs sont inhérentes et propres à leur mode de fonctionnement finalement? Oui, mais c'est vraisemblable, c'est-à-dire que la ChatGPT a... Maintenant, il m'a ressuscité, dans des versions payantes. Vous êtes moins fâché. Mais sans dire que c'était lui qui m'avait tué. Mais ce que je veux dire, c'est que on le croit parce qu'il est crédible. C'est-à-dire que quand il aligne 60 notices nécrologiques tout à fait élogieuse à mon égard, j'étais très flatté, bien sûr, écrite par des collègues, etc., en mettant les références, les liens pour consulter. Il y a un effet de réalité, si on peut dire, de réalité documentaire. Et le gros problème, c'est que l'ensemble du web, depuis 2016, est majoritairement créé par des robots. Et donc, ce que produit actuellement en masse l'intelligence artificielle va nourrir les intelligences artificielles à venir. Et donc, par exemple, les Russes, tous les jours, publient 1400 narratifs différents sur la guerre en Ukraine, qui sont traduits en 40 langues, si bien que si vous interrogez pour savoir si Zelensky a déclenché la guerre, vous avez 4 IA sur 10 qui vont vous dire oui. Et bientôt, ça sera 10 sur 10. Parce que vous expliquez très très bien comment fonctionnent ces IA génératives. Vous avez travaillé dans un laboratoire d'intelligence artificielle, donc vous savez de quoi vous parlez aussi. Vous parlez du problème du corpus d'entraînement. Oui. Alors, si vous prenez le web, c'est... Et du corpus d'entraînement sans supervision. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement comment ont été entraînés ces IA, avec quel contenu. Quand on mélange le faux et le vrai, c'est le faux qui l'emporte. Par définition, c'était le secret de l'assistant de Beria, qui était... Alors ça, c'est typique du totalitarisme, c'est-à-dire là, il y a une vérité qui est mélangée... Enfin, le faux et le vrai sont mélangés, et il est impossible de distinguer, si bien que ça finit par être intériorisé. Mais ça donne du corps finalement à la fausse information. C'est-à-dire, il y a n'importe quoi sur X, et donc ce n'importe quoi sert de corpus d'entraînement. C'est officiel. Alors, je voulais, parce que ça passe très vite le temps, vous savez, je vous en prie. À la télé. Je voulais qu'on passe à un exercice où je vous pose des questions binaires. D'accord. Pour que vous puissiez me répondre assez rapidement.
On commence? Vous êtes prêts? Oui. Allez. Donc, oui ou non, on devrait restreindre les usages des IA génératives? Il faudrait déjà que les écoles soient des endroits sans écran. Le seul endroit au monde sans écran, ça pourrait être l'école, et ce n'est tous les décideurs vont dans le sens contraire. Ah bah parce que ça, c'était ma deuxième question. Pour ou contre l'IA à l'école? Oui, alors franchement non, parce que qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce qu'une IA peut transmettre? C'est pas sûr du tout. On a fait des expériences avec les MOOC, etc. Enfin, tout ce qui était apprentissage virtuel, ça n'a jamais marché. Et là, ce serait un simple outil technique supplémentaire. Oui, ça serait un outil technique supplémentaire, mais ça ne remplacera... Il y a la question de la dette symbolique. On n'est pas en dette à l'égard d'une machine, ou alors on est dans le délire, vous voyez. Et pourquoi est-ce qu'un gamin décide d'aller dans un sens ou dans un autre? En général, c'est à cause d'un prof. Allez, on continue. Vrai ou faux, les IA génératives sont des machines à désinformer? Informer. À désinformer. Oui. Ah, vous dites désinformer. Disons, elles sont complètement neutres. Elles se foutent complètement de la nature des informations qu'elles transmettent, puisque ce sont des chaînes de caractères. Attention, c'est des documents, c'est pas des textes. Ce sont des chaînes de caractères. Elles vont vous les recracher sans aucun problème. Orwell avait vu ça en 1946. Il dit la pire écriture moderne, c'est de mettre ensemble des groupes de mots, et là il critiquait le journalisme, mais là c'est du journalisme généralisé qui est devenu, si on peut dire... Du mauvais journalisme, s'il vous plaît. Du mauvais journalisme. Non mais je veux dire, il avait en vue cette désinformation qui existait déjà dans le totalitarisme. Bon, est-ce que vous avez quand même une certaine admiration, ou alors pas du tout, pour l'habileté avec laquelle ces chatbots manient le langage? Alors, en fait, c'est des humains qui ont manié le langage, c'est-à-dire qu'ils ont les corpus d'apprentissage sont corrects. Alors, c'est comme ça qu'on détecte les textes générés par l'IA. Ils sont plus corrects que les textes générés par des humains. Et dans les universités, ça fait 3 ans qu'on n'a plus vu une faute d'orthographe. Donc, il y a aussi une perte d'expertise massive, c'est-à-dire que les gens vont sortir diplômés, mais ils n'auront rien lu, simplement, ils auront donné les PDF. J'avais encore plein de questions à vous poser, François Rastier, mais on arrive à la fin de cette grande interview. Je rappelle que vous êtes linguiste, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de L'IA m'a tué, comprendre un monde post-humain aux éditions Intervalle. C'est un livre passionnant. Je vous le conseille à tous. Ça démarre par votre fausse mort qui nous permet de mieux comprendre ce qui nous arrive véritablement. Merci beaucoup. À très bientôt.